Monsieur le député, Monsieur Fenech. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis à mon tour particulièrement heureux, au nom de la Commission des lois et pour le compte de l'opposition, et en plein accord avec notre collègue rapporteur Alain Tourret pour le compte de la majorité, de soumettre à votre approbation notre rapport sur la réforme des procédures de révision et de réexamen des condamnations pénales définitives. Cette approche commune a été effectivement saluée par l'ensemble des personnalités que nous avons auditionnées, quelle que soit leur sensibilité ou leurs appartenances. Je tiens tout particulièrement à remercier notre président, Jean-Jacques Urvoas, qui nous a accordé sa totale confiance en nous nommant conjointement pour conduire cette mission au nom de la Commission des lois. Je rends hommage aussi au travail exceptionnel des administratrices qui nous ont accompagnés. Et enfin, hommage à Alain Tourret pour son engagement, son esprit d'écoute, de dialogue, et s'il me le permet aussi, d'humanisme. Mes chers collègues, la confiance en la justice passe aussi par la capacité de l'institution judiciaire à rectifier et réparer une erreur judiciaire sans toujours chercher à s'abriter derrière le sacro-saint principe de l'autorité de la chose jugée. Certes, la paix sociale et le respect dû aux décisions des cours et tribunaux imposent que la voie révisionnelle soit strictement encadrée. Mais dans le même temps, l'idée qu'un innocent continue à subir les effets d'une condamnation heurte notre conscience et, par le sentiment d'injustice qu'elle répand, trouble fortement et durablement l'opinion publique, quelquefois même à travers les siècles. L'affaire Calas, l'affaire Dreyfus sont toujours présents dans la mémoire collective. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux 10 coupables en liberté qu'un innocent en prison? Or, le très faible nombre de révisions, une dizaine, on n'a pas la certitude, il a été très difficile d'obtenir ces éléments et nous ne les avons pas pu les obtenir d'ailleurs. Disons qu'une dizaine de décisions étaient admises depuis 1945 et même depuis la dernière réforme intervenue le 23 juin 1989. Est-ce le signe que notre justice serait infaillible? Je ne le crois pas. Je crois surtout que le dispositif de la révision actuelle doit être amélioré dans un sens favorable aux victimes d'erreurs judiciaires, des erreurs inhérentes à la justice comme toute œuvre humaine. Tous les acteurs judiciaires, Alain Tourret l'a précisé, j'insiste également, nous ont dit, magistrats comme avocats, les rapports de la Cour de cassation, qu'il fallait améliorer le dispositif de la loi de 1989. En ce qui me concerne, je soumettrai à votre appréciation les deux éléments centraux de notre rapport. Premier élément, la nécessité de créer une cour unique de la révision et du réexamen. Deuxième élément, la nécessité de qualifier le doute permettant d'ouvrir le recours en révision. D'abord, création d'une cour unique. L'organisation actuelle est éclatée, complexe, source de décisions au moins en apparence contradictoires. Ces dernières années, deux affaires en particulier ont suscité beaucoup d'incompréhension à juste titre. L'affaire Dany Le Prince et l'affaire Seznec. Dans ces deux affaires, la commission de révision avait estimé que les requêtes devaient être admises et la Cour de révision les a rejetées. Ces appréciations contradictoires viennent du fait que la commission de révision et la Cour de révision peuvent l'une et l'autre vérifier la recevabilité de la requête, procéder à des mesures d'instruction, décider de la remise en liberté du condamné et surtout, toutes les deux se prononcent sur le fond du dossier, donnant ainsi le sentiment d'un doublon judiciaire que constituent ces deux instances auxquelles le mode de composition, en règle générale 5 conseillers à la Cour de cassation, donne finalement la même légitimité. Autre inconvénient majeur du système actuel, la loi ne décrit que sommairement la procédure applicable devant la commission de révision, ainsi que ses pouvoirs d'investigation. Et d'autre part, la loi est muette, en réalité, sur la composition même de la Cour de révision. L'article 623 stipule en effet que la commission de révision
saisit la chambre criminelle qui statue comme cour de révision. Dès lors, la chambre criminelle peut siéger en formation plénière, mais elle n'y est nullement contrainte. De fait, en pratique, les présidents successifs ont varié dans la composition de la Cour. Alors, cette liberté laissée à la Cour de révision de décider elle-même de sa composition porte une indéniable atteinte à son impartialité. Enfin, la composition de la Cour de révision par les seuls magistrats pénalistes de la Chambre criminelle génère, il faut bien le dire, une suspicion, qu'elle soit fondée ou non, de corporatisme et donc de partialité. Pour toutes ces raisons, nous proposons de créer une Cour unique de révision et de réexamen pour éviter tous les hiatus et toutes les suspicions. Cette Cour sera composée de 18 magistrats, et non pas 5 comme actuellement. 18 magistrats, à raison de 3 magistrats élus par l'Assemblée générale de la Cour de cassation, au sein de chacune des 6 chambres, et non seulement de la chambre criminelle. La présidence demeurant confiée au président de la chambre criminelle. Chaque titulaire aura un suppléant qui sera désigné dans les mêmes conditions pour 3 ans, renouvelables une fois. Cette même Cour statuera en matière de réexamen en cas de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. En assurant, mes chers collègues, ainsi la participation à la Cour de révision et de réexamen des magistrats aux horizons variés, une telle composition la ferait échapper définitivement, semble-t-il, à la critique. Ensuite, c'est à la Cour de révision à désigner les 5 magistrats qui composeront la commission de révision, que nous proposons d'ailleurs de rebaptiser commission d'instruction et non plus commission de révision. On évite ainsi la confusion. Comment voulez-vous faire comprendre à l'opinion justiciable la différence entre une commission de révision et une cour de révision? Or, la commission de révision est en réalité une commission d'instruction des procès en révision. Il faut donc la rebaptiser pour éviter tout risque de confusion. Bien entendu, les magistrats qui composeront cette commission d'instruction ne siégeront pas à la Cour. On respectera en cela les principes européens de séparation des fonctions d'instruction et de jugement. D'autre part, la commission d'instruction verra ses pouvoirs clairement définis, ce qui n'est pas le cas actuellement. Elle aura pour tâche de s'assurer de la recevabilité des demandes, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais la grande nouveauté que nous vous proposons réside dans le fait qu'à l'issue de la mise en état du dossier, cette commission d'instruction se contente de transmettre à la Cour, qui elle-même et elle seule prendra la décision définitive d'admission ou de rejet, évitant ainsi tout risque de confusion, voire de contradiction. Et j'ajoute que tout au long de la procédure, les droits du condamné, ce qui n'est pas le cas actuellement, seront clairement définis. Accès au dossier, demande d'actes, assistance d'un avocat et comparution personnelle. Il en sera bien entendu de même pour les droits de la partie civile. Enfin, nous proposons d'élargir le recours en révision aux personnes pacsées, aux concubins, aux petits-enfants, mais également au procureur général de la Cour de cassation et aux procureurs généraux des cours d'appel, et pas uniquement au ministre de la Justice, qui conservera bien entendu ce droit, cette prérogative, qui ne porte aucunement, qui ne présente aucun conflit avec la fin des instructions individuelles qui ont été adoptées récemment. J'en viens maintenant au deuxième point central de la réforme, la question du doute. Et j'allais dire, sans doute, la plus difficile. Nous proposons effectivement, ce qui n'est pas le cas dans la loi, de qualifier la nature du doute autorisant la voie à la révision. Je rappelle que la grande avancée de la loi du 23 juin 1989, outre le fait d'avoir judiciarisé la commission d'instruction, a déjà modifié cette nature du doute. Auparavant, le doute devait être de nature, Alain Touré l'a rappelé tout à l'heure, à établir l'innocence du condamné, ce qui restreignait considérablement les chances de succès d'une requête en révision. Alors, le législateur du 23 juin 1989 a modifié l'article 622 du Code de procédure pénale en rendant la révision possible lorsque, je cite, « après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute
sur la culpabilité du condamné. Nous ne parlons plus de l'innocence, mais un doute sur la culpabilité du condamné. Je précise, et c'est important de le souligner, que le législateur, sur un amendement du sénateur Dreyfus-Schmitt, n'a volontairement pas retenu la notion de doute sérieux. Il a donc fait tomber le qualificatif sérieux, qui était celui retenu jusque-là par la jurisprudence. Ce faisant, le législateur, à cette époque-là, a clairement indiqué au juge qu'un doute simple devait a priori suffire à conduire à la révision. Or, force est de constater aujourd'hui que le législateur et le juge n'entendent pas le doute de la même façon. Ainsi, lors de son audition, M. Bertrand Louvel, président actuel de la Cour de révision, a indiqué clairement qu'un doute raisonnable sur la culpabilité du condamné est nécessaire à la révision. Or, le doute raisonnable ne saurait être équivalent au doute sans qualificatif, qui est prévu par la loi et qui est dès lors un doute simple. Dans les faits, mes chers collègues, lorsqu'on examine la dizaine de cas dans lesquels la révision a été admise, on constate qu'à chaque fois, c'est la preuve de l'innocence qui a été rapportée. Jamais, je dis bien dans aucune affaire, un simple doute, qu'il soit raisonnable, sérieux, ait entraîné un nouveau procès en révision. C'est l'affaire Machin. Marc Machin, il a fallu que ce soit un deuxième individu qui récidive dans les mêmes conditions meurtre d'une jeune femme vers le pont de Neuilly et qui s'accuse du premier meurtre pour lequel Marc Machin purgeait sa peine pour que ce dernier soit libéré et innocenté. C'était la preuve de l'innocence. L'affaire Rida Alouche, la même chose. Il a fallu découvrir, on a découvert incidemment, fortuitement, un bulletin d'hospitalisation psychiatrique de cette personne qui l'empêchait d'être sur les lieux de commission du crime. À chaque fois, c'est l'innocence qui est rapportée. Donc vous voyez bien que, comme nous l'ont fait remarquer d'ailleurs les représentants du syndicat de la magistrature, si le qualificatif sérieux a disparu de la loi, il est toujours présent dans la tête des juges. Et de fait, depuis 1989, aucun dossier n'a été soumis à l'examen d'une nouvelle cour d'assises sur un doute simple. C'est la raison pour laquelle, avec Alain Touret, nous avons cette conviction, et nous essaierons de vous la faire partager, qu'il faut qualifier ce doute. Et d'ailleurs, le droit pénal est habitué à la gradation. On parle de faute simple, de faute lourde, par exemple. Plusieurs personnalités, il faut être honnête dans l'intégralité de nos travaux, du compte-rendu de nos travaux, plusieurs personnalités auditionnées nous ont fait remarquer que la qualification serait inutile. Car le doute exigé par la loi est d'ores et déjà, par son absence de précision, un doute simple. Nous estimons, encore une fois, qu'il faut mettre un terme, et c'est vraiment, je crois, le point central de ce que nous vous proposons. Il faut mettre un terme au débat et que le législateur précise que, et c'est la formulation que nous avons retenue, le moindre doute doit entraîner la révision. Un doute ne se dissèque pas. Il y a doute ou il n'y a pas doute. Dès lors qu'un doute apparaît, quelle que soit sa force, il doit bénéficier au condamné, comme d'ailleurs le doute simple profite déjà à l'accusé. C'est notre conviction et j'espère que vous la partagerez. Ainsi, sans bouleverser la rédaction actuelle, nous vous proposons de modifier la loi de sorte que le moindre doute puisse donner lieu à la révision du procès et il appartiendra bien entendu à la nouvelle cour d'assises désignée pour rejuger l'affaire de dire si ce doute est suffisant pour revenir sur une condamnation antérieure. Mes chers collègues, je conclurai cette présentation sommaire, Monsieur le Président, de ce rapport en vous faisant part d'une conviction profonde. Il nous revient de décider, je l'espère, unanimement, cette avancée du droit, de la vérité et de la justice. Et nous aurons ainsi, ensemble, participé, je peux le dire, à un moment important de l'histoire judiciaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député.